Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte, votre podcast dédié à la pop culture. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, salut, encore moi, toujours moi. Oui, encore toi, toujours toi, de fidèle au poste, merci beaucoup. On va parler science-fiction aujourd'hui, Guillaume. On a d'ailleurs, alors moi j'ai un sujet que je voulais absolument partager dans Paraculte et c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu particulièrement à cœur donc de le partager. J'aurais pu écrire un article sur mon blog, j'aurais pu en parler massivement sur les réseaux sociaux. Bon, il y a plusieurs choses, c'est que déjà je l'ai terminé il y a pas très longtemps et je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant d'en parler dans Paraculte. C'est une série qui m'a énormément marqué. Je pense qu'à ce jour, il faudra encore un petit peu de temps pour le digérer, pour vérifier. Mais à ce jour, c'est ma série préférée de, je pense, toutes les séries que j'ai pu regarder. De toute ta vie d'aujourd'hui, de toute ma vie. À ce stade, oui, franchement, ça m'a vraiment énormément marqué. Ça m'a fait un petit peu le même sentiment que pour Interstellar, dans un autre registre pour les films. Évidemment, les comparaisons sont très très limitées sur le sujet. Donc c'est Tales from the Loop. Donc Guillaume, as-tu vu Tales from the Loop ? Alors, j'ai pas vu l'intégralité des épisodes, donc je pourrais pas avoir un avis définitif comme toi, mais j'ai vu les 3 premiers, et je peux dire que c'est très bien, en fait. Oui, c'est vrai que le premier épisode, c'est un petit peu lent, et puis tu te dis, ça va partir en dark. Tu vois, parce que il y a un truc, une intrigue comme ça, et puis le setup est un petit peu équivalent finalement, hein. C'est un truc un peu, c'est une ville pas énorme, un peu isolée autour d'un appareil scénaristique qui permet l'apparition du fantastique, quoi, hein. Donc dans Dark, c'est la centrale nucléaire, et là, c'est The Loop. Et je me suis dit effectivement, ça risque de partir en dark, ça peut être sympa. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment plus l'impression, mais tu vas me le confirmer, que ça part plus vers la 4e dimension, en fait. Alors, c'est hyper particulier ce vers quoi ça part, parce qu'en fait, je vais micro-spoiler, mais pas tant que ça, mais en fait, ça part vers rien de particulier. Et je pense que pour bien comprendre l'intérêt de cette série, et peut-être pourquoi ça m'a parlé, peut-être pourquoi ça vous parlera aussi, il faut revenir aux genèses de la série. En fait, tout part, c'est assez inédit, je pense, dans la construction d'une telle œuvre, ça part de peinture. Il faut se recentrer sur un peintre qui s'appelle Simon Stalenhag. Donc je suis désolé, j'écorche peut-être à chaque fois que je vais prononcer son nom, je vais peut-être l'écorcher. Qui est un Suédois qui est né en 1984 et qui a fait des études de game design. Donc on sentait que c'était quelqu'un qui est très très versé dans des sujets qui nous sont chers dans Paraculte, mais pourtant il n'a pas été très connu dans ses performances en termes de game design, mais plutôt en tant que peintre. Et il a eu notamment un coup de projecteur. Je sais pas si tu l'avais vu, moi j'avais pas vu, mais c'est un article de The Verge, qui est une source d'information qu'on suit beaucoup pour Tech Café, forcément. Un article en 2013 de The Verge, où ils ont mis en lumière ses œuvres, ses peintures. Est-ce que tu avais vu ça passer ou pas du tout ? Ou est-ce que tu connaissais l'artiste ? Non, je connaissais pas du tout l'artiste, et j'ai pas du tout, en tout cas, j'ai pas de souvenir particulier. J'ai peut-être vu passer à l'époque, mais très honnêtement, j'ai aucun souvenir particulier de cet article. Alors, les peintures sont très marquantes. C'est des peintures qui se veulent un petit peu réalistes, toujours teintées d'un environnement type années 80, mais avec des détails dans ces peintures qui sont des objets technologiques qui nous interrogent. On sait pas bien à quoi ça sert. Parfois, t'as des grandes tours au fond avec quelques lumières qui apparaissent dans le brouillard. Parfois, tu as ce qui semble être des vestiges de robots rouillés qui ne sont plus en fonctionnement, qui sont un peu envahis par la nature. T'as d'autres robots qui sont en interaction avec des humains. Tu comprends que l'humain peut contrôler le robot à distance. Tu as une espèce d'environnement à chaque fois dans les peintures. Donc les points communs, c'est les années 80, dans cet article en tout cas, c'est ce qui était relié, et ces éléments technologiques qu'on comprend pas bien, mais qui invitent à se poser des questions et à essayer de se raconter une histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'issue de cet article, alors je sais pas pour le coup si c'est vraiment l'article qui a initié ça ou si c'était prévu avant, mais Simon Stalenhag, il a sorti un livre en 2014, donc c'est un recueil de ses peintures qui s'appelle donc Tales from the Loop, qui est basé sur son enfance, qui était un environnement en milieu plutôt rural et qui est un environnement qui a beaucoup inspiré ses peintures, où il y a effectivement des éléments un peu uchroniques et donc forcément un peu dystopique sur la technologie.
Et il y a quelque chose de narratif dans ces peintures, mais vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit à ce stade, c'est que ce sont des peintures, et je pense que on a tous en tête des peintures de ce style dans les musées, sur lesquelles tu peux te poser et te raconter une histoire. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que la série Tales from the Loop se base sur ces peintures, et contrairement aux peintures qui sont des éléments statiques sur lesquels tu te racontes des histoires, et ben là, tu regardes une histoire, donc des épisodes de cette série, comme si tu regardais une peinture. Et honnêtement, d'un point de vue créatif, il y a quelque chose, je trouve, de magique qui fonctionne diablement bien. Donc, si on repose un petit peu effectivement les éléments de contexte de la série, tu as raison, c'est une ville des États-Unis, de l'Ohio. Donc, ça se passe dans les années 80. C'est uchronique puisqu'il y a des éléments technologiques qui sont un petit peu différents de ce qu'on connaît, de ce qu'on a pu connaître évidemment dans les années 80. Notamment, quelques éléments centraux. Il y a la gravitation. Donc, on sent qu'on a des appareils qui peuvent léviter un petit peu comme l'hoverboard de Retour vers le futur. C'est le cas aussi pour des gros cargos qui peuvent voler dans le ciel, mais de manière très lente. Donc tu vois, on sent que c'est pas quelque chose de très futuriste, mais c'est très moderne et pourtant pas futuriste, et ça s'inscrit dans le quotidien de manière assez naturelle dans les peintures et dans la série. Et le deuxième élément, c'est il y a The Loop, effectivement, qui est un centre de recherche, mais on sait pas bien ce qu'ils font en fait. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que on sent très très vite que le postulat de départ de la série, c'est de dire il y a des mystères, il y a des éléments qui permettent de relier entre eux différents portraits de personnages, mais on te promet pas d'avoir un mystère incroyable qu'on va te révéler plus tard. Tu sais, c'est un peu l'effet Lost. Moi, tu l'avais vu Lost, la série? Oui, j'ai vu Lost jusqu'au bout. Oui, comme moi. Pour en parler effectivement, mais on pourrait revenir sur Lost effectivement. Mais il y a ce côté-là où on te promet pas forcément de grands mystères, et c'est pas là l'intérêt de la série. Est-ce que toi, t'as eu l'impression justement dans les 3 premiers épisodes qu'on te laissait imaginer qu'il allait y avoir un grand mystère qui allait être dévoilé ou pas? C'est compliqué parce que, si tu veux, sur 3 épisodes, en fait, il y a 3 histoires différentes, et tu comprends donc au bout du deuxième, quasiment déjà, que ça va plus être une série anthologique qu'une série avec une histoire centrale qu'on va suivre. Mais tu te poses quand même la question de savoir s'il y a une cohérence d'ensemble du truc. Enfin, en tout cas, moi, où j'en suis, au 3e épisode, j'ai vu 3 histoires différentes, qui sont 3 histoires fantastiques, qui sont sans lien les unes avec les autres, en fait. Il y a le loop au milieu, mais en réalité, rien de ce qui s'est passé dans le premier épisode n'a d'influence de ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé dans le deuxième, pas d'impact sur ce qui se passe dans le troisième, et c'est même, tu vois, pourtant c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes ensembles de personnages, en particulier le deuxième et le troisième, c'est le même groupe de lycéens, et pourtant, il n'y a pas vraiment de recoupement pour le moment. Donc en fait, ce que moi je ne sais pas pour le moment, c'est est-ce qu'il va y avoir des recoupements, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur les personnages et sur le contexte d'ensemble de toutes ces histoires qui, pour l'instant, sont complètement indépendantes. Et effectivement, ce qui est certain, c'est que c'est que finalement, les peintures, le mystère, le contexte, qui est donc apporté par les peintures, et le contexte esthétique, etc., c'est un prétexte à raconter des histoires qui sont des histoires intimistes, en fait. Et vraiment. Donc, et moi, je le prends vraiment comme la 4e dimension, parce que c'est un peu pareil sur la 4e dimension, si tu vois, on n'explique pas vraiment pourquoi les choses sont comme ça, la cohérence, je sais pas moi, scientifique ou physique, elle est pas géniale. Enfin, dans le 3e épisode, si tu veux, il y a pas vraiment de cohérence physique, tu vois. Enfin, bon, bah, ça se passe comme ça, il se passe ça, et il y a des gens qui le vivent, et ce qui est important, c'est ce que ressentent les gens qui le vivent, et ce que ça va donner sur eux, tu vois. Donc c'est vraiment une série qui tourne autour des personnages, et qui utilise le fantastique et la science-fiction comme un levier, comme un appareil narratif, quoi. Hein. Et alors par contre, effectivement, je sais pas si, oui, il y aura quelque chose qui deviendra, enfin, si tu veux, si le background va être nourri par ça ou pas à la fin. En fait, ce qui est assez génial dans cette série, c'est que on peut faire la comparaison avec Black Mirror, où c'est des portraits, des descriptions de situations, où finalement les liens entre 2 épisodes sont hyper fragiles, voire inexistants. Il y en a quelques-uns parfois. Là, il y en a un tout petit peu plus.
Mais dès le début, le narrateur de la saison prévient en disant que ce sont des portraits de personnes, des témoignages, et a priori il n'y a pas de lien entre eux, mais il y en a quand même un petit peu plus qu'on ne le pense. Et donc il y en a forcément, il y a des impacts, mais c'est pas l'intérêt de la série non plus. Tout ça fait un ensemble très cohérent. Il y a suffisamment de liens à la fin de la saison entre les différents personnages pour que ça ait du sens, mais c'est pas du tout le centre de la construction de l'histoire de chaque épisode en fait. Et la comparaison avec Black Mirror s'arrête très très vite parce que Black Mirror, on a un côté un peu donneur de leçons. Ou en tout cas, on te fait réfléchir pour faire prendre du recul sur des trucs, pour remettre en question des idées préconçues. Il y a quelque chose, oui, où on donne un petit peu de leçons, et c'est pas du tout. Et d'ailleurs, ça a ses limites. On l'a vu dans les dernières saisons de Black Mirror. Là, dans Tales from the Loop, il y a absolument pas de côté donneur de leçons. Il y a côté plutôt introspection, ton rapport au temps, ton rapport aux autres, ton rapport à la famille, ton rapport à la technologie, à la mort, mais c'est pas du tout axé comme peut l'être Black Mirror, où c'est plutôt des mouvements de société qui sont amenés à nous faire réfléchir, et on doit prendre du recul par rapport à ça. C'est plutôt de l'introspection que ça nous amène à avoir. Mais oui, il y a quand même des liens, et à la fin de la saison, on en voit des liens, même si là encore, c'est pas les liens qui sautent le plus aux yeux, c'est vraiment des portraits. Et chaque épisode, tu l'as vu dans les 3 premiers, et ce sera le cas dans tous les autres épisodes, il y a très peu de personnages différents. C'est très reposant d'ailleurs sur cet aspect-là, et mêlé au côté très lent des épisodes, on peut très vite s'endormir si on n'est pas reposé quand on regarde un épisode de Tales from the Loop, mais c'est très reposant à regarder dans le sens où, encore une fois, l'histoire est, allez, somme toute assez simple, et l'éventail de personnages de chaque épisode n'est pas très étendu, quoi. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, effectivement, il faut quand même le dire, hein, le rythme est très lent, Ouais. mais c'est très beau. C'est-à-dire que la photographie est parfaite, esthétiquement c'est très beau, je pense. Alors moi je connais pas le peintre, je connais pas l'œuvre du peintre, mais clairement il y a une recherche esthétique et qui est très réussie, et donc c'est vrai que c'est très réussi de ce point de vue-là. Après, on pourra effectivement se dire que 1 heure, c'est quand même presque 1 heure chaque épisode. Plus de 50 minutes, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un petit peu plus court? Est-ce qu'on aurait pu faire 45 minutes? Bon, je sais pas. Après, c'est vrai que pour l'instant, je te dis, j'ai vu que 3 épisodes, ça m'a semblé bien. Même si, par exemple, le premier épisode, c'est un truc énorme, en fait, qui se passe. C'est quand même un truc... je veux pas déflorer le sujet, évidemment, mais scénaristiquement, c'est énorme ce qui se passe, en fait. Hein. C'est de l'ordre de Dark, finalement, du début de Dark. Et donc, ce serait presque décevant si ça avait pas d'impact sur la situation d'ensemble. Tu vois, bon, écoute, est-ce qu'il y aura une saison 2 à ce truc? Alors, j'en sais rien, je sais absolument pas. En fait, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que si on n'a pas, moi je trouve que c'est pas très grave. Je rebondis juste aussi sur le côté long, effectivement, des épisodes. Tu as raison. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à regarder la série qui est arrivée, je crois, en début d'année 2020. Moi, je regardais ça pendant que je faisais mes travaux et le premier épisode, mais j'ai lutté, j'avais beaucoup d'attentes sur cette série. Je vais le dire juste après pourquoi. Mais je me suis plongé dans le premier épisode et j'ai dû m'y reprendre à 10 reprises parce qu'à chaque fois, je m'endormais tellement je trouvais ça trop lent. J'étais déçu. Je m'y suis remis après et là, vraiment, j'ai accroché. Je sais pas s'il y aura une saison 2. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Simon Stalenhag, il a fait d'autres livres, d'autres recueils. Il a fait donc Tales from the Loop. Il a fait Things from the Flood, qui là se situe plutôt dans les années 90. Donc l'histoire amène à ce que le centre de recherche, le Loop là, il est fermé. Et par contre, il y a une espèce de cancer des machines qui vient pourrir tout l'aspect robotique qui avait été installé avant dans Tales from the Loop. Il y a même des arrivées de robots indiens qui vivent en tribu. Enfin, c'est très bizarre, mais il y a un nouveau, en tout cas, recueil d'œuvres de sa part. Il y en a même eu d'autres. Il y a eu The Labyrinth. Il y en a 2 en préparation, pardon. Il y a The Labyrinth et il y a Europa Mécano. C'est un artiste qui travaille vraiment encore beaucoup sur cet aspect visuel. Et surtout, ce qui est génial, et c'est la raison pour laquelle moi j'étais très hypé par l'arrivée de la série, c'est qu'il y a eu des jeux de rôle papier, donc on a déjà parlé de jeux de rôle, donc je vous invite à écouter les précédents épisodes de Paracult pour en savoir plus, mais
il y a eu Tales from the Loop et Things from the Flood, qui sont 2 jeux de rôle qui se situent dans l'univers de Simon Stalenhag, où on joue des enfants, alors soit des années 80 dans un cas, soit des années 90, 2 jeux vraiment indépendants, on peut jouer ou à l'un ou à l'autre, ou aux deux, où on reprend encore une fois les thématiques qui ont été qu'on a pu aborder, les thématiques de l'environnement, du lore, et l'artiste a continué à développer des peintures pour les jeux de rôle. Donc il y a quelque chose qui est très axé pop culture. D'ailleurs, au passage, dans les peintures de Simon Stalenhag, il y a pour moi plein de références à des éléments très forts de la pop culture. Alors même s'il n'y en a pas dans la série, il y a des dinosaures dans ses peintures, donc ça fait vraiment des références évidentes à Jurassic Park, il y a des références à Star Wars, il y a des références à Terminator, Blade Runner, Akira, il y a même beaucoup de références à Dragon Ball. Donc c'est quelqu'un qui est très 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 influencé par la pop culture, il est de cette génération-là, il est né en 84 comme on l'a dit tout à l'heure, et je trouve ça formidable que ce travail et soit parvenu à avoir le schéma suivant qui est des peintures, puis des jeux de rôle, puis une série télé, et que chacune de ces catégories d'œuvres continue à vivre et à se développer, et donc je n'ose pas imaginer qu'il y ait peut-être pas forcément une saison 2, mais qu'il y ait une saison de une autre série qui s'appellerait Things from the Flood, et qui se situerait là aussi dans les années 90, uchronique. Moi en tout cas je serais vraiment pas surpris, j'ai pas pris le temps de regarder s'il y avait des préparations de ce type de série, des nouvelles versions, mais je serais pas du tout étonné. En tout cas, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est quelque chose qui relève pour moi d'un vrai bonbon poétique en série. Et je suis convaincu que ça plaira pas à tout le monde. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui vont autant adorer que moi. Et je suis convaincu, qui que vous soyez, si vous faites l'effort de regarder la saison en entier, qu'il y a nécessairement au moins 1 ou 2 épisodes qui va pas vous arracher des larmes, et en tout cas si c'est le cas, en tout cas qui va vous créer des émotions, et si c'est le cas, c'est pas amené à vous créer des émotions pour vous créer des émotions, c'est pas amené à vous faire pleurer pour vous faire pleurer, mais probablement parce que ça va faire écho à des thématiques qui vous sont chères dans votre vécu, et si c'est pas le cas, je vous invite à nous contacter dans les commentaires sur Paracult pour qu'on vous rembourse cet épisode de podcast qui est gratuit, mais on vous le remboursera quand même si c'est pas le cas en tout cas. Rubis sur l'ongle. Rubis sur l'ongle. Un coup de cœur aussi sur la musique. Allez pas écouter la musique avant de voir la série, mais une fois que vous aurez vu la série, faites-vous peut-être plaisir, si vous avez aimé la saison de cette série, à écouter la BO qui est magistrale aussi, je trouve. On a parlé quand même de science-fiction. Guillaume, qu'est-ce que ça t'évoque justement si on parle science-fiction? Est-ce que t'as d'autres choses à recommander dans cet épisode de Paracult autour de la science-fiction? Oui, moi aussi, oui, effectivement, j'ai joué ces derniers temps à 2 jeux de science-fiction cyberpunk qui sont très différents, qui sont même presque diamétralement opposés. Il y a State of Mind de Daedalic Entertainment et Virtuaverse de Theta Division. Alors c'est pas des nouveautés, en particulier State of Mind d'ailleurs, donc le premier effectivement c'est largement le plus connu, parce que Daedalic c'est un jeu, c'est le studio éditeur allemand qui est responsable d'une tétrachie de jeux d'aventure, dont les Deponia, Silence, les jeux historiques aussi, les Tudor, les Borgia, il y a même un jeu d'Eric, alors qu'ils ont évidemment, je dirais presque... Attends, un jeu d'Eric vraiment? Oui, pour de vrai. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu d'Eric? Alors, je n'y ai pas joué, tu vois, mais limite pour le fun. Ça en dort plus que Tales from the Loop? Je ne sais pas. C'est difficile. Oh, je suis méchant. Non, mais en fait, c'est très bien Tales from the Loop. C'est vrai qu'il y a un rythme particulier, mais oui, ça va avec le côté poétique et intimiste du truc. Non, c'est franchement c'est pas mal de ce que j'en ai vu, quoi. Mais bon, State of Mind, qu'est-ce que je sais, c'est un jeu donc qui est 100% allemand, qui est scénarisé par une célébrité locale d'ailleurs, qui s'appelle Martin Gantefer peut-être. En tout cas, ce mec a été plébiscité par des jeux d'aventure au scénario mature et sombre, comme The Moment of Silence, Overclocked ou 15 Days. Et je vais pas faire semblant d'être connaisseur, j'en connaissais même pas l'existence avant de préparer cet épisode. Il a été néanmoins nominé pour ses œuvres pour plusieurs prix. Tout ça pour dire que State of Mind, en fait, c'est un jeu d'aventure qui met l'histoire au premier plan. C'est une histoire de dystopie futuriste. C'est dystopie qui... Oui, j'allais dire une dystopie. C'est forcément une dystopie, j'allais dire, parce que c'est du cyberpunk. Ça se passe à Berlin en 2048. On y incarne Richard Nolan. Alors, c'est un journaliste de The Voice.
Et non, ils chantent pas, hein. C'est le nom du plus gros média du moment. C'est une sorte de The Times, tu vois, ou Bloomberg, ou je sais pas, ou Tech Café par exemple. Et donc il est journaliste star, parce qu'il a reçu une sorte de Pulitzer ou équivalent pour un scandale qu'il a révélé quelques années auparavant avec son pote Walter, qui depuis n'est plus son pote, mais bon, bref. Et il est marié avec un mannequin, ce mec, donc Richard, c'est un journaliste engagé du côté un peu anti-tech. Alors pas complètement anti-tech parce qu'il a un même plan de réalité augmentée, hein, comme tout le monde, j'allais dire, mais il est plutôt contre les IA, les robots, ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'on est à fond dans la dystopie futuriste classique, tu vois, c'est-à-dire ça invoque Blade Runner, mais aussi plein d'autres trucs. Hein. Il y a même le logo de Tessie H-Pool dans la rue principale. Bon. Le jeu s'ouvre sur un accident de voiture, en fait, hein, où Nolan est blessé, il est envoyé à l'hôpital, et à son retour, sa femme et son fils ont disparu. Alors pourquoi ? Et voilà, qu'est-ce qu'il fait ce robot ici d'ailleurs ? Quelle honte ! Voilà de quoi tenir le joueur en haleine pendant une petite dizaine d'heures, sur un point and click bien réalisé et très narratif, hein, d'ailleurs comprendre sans beaucoup d'énigmes et sans beaucoup de challenge. Bon, honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé. De même d'ailleurs que le look très spécial des personnages, hein, qui, moi, m'ont plutôt convaincu. Alors le jeu est réalisé sur Unreal Engine 4, donc c'est moderne, hein, ça se voit dans les décors, mais les personnages, par contre, sont délibérément en low poly, comme s'ils sortaient d'un jeu PlayStation de 96. Et le choix des designs est métaphorique en fait, c'est-à-dire que alors ça a été dit par le créateur, c'est-à-dire les humains comme les robots, comme les IA en VR sont représentés pareil, de manière synthétique, fragmentée. Et honnêtement, on s'y fait et ça s'oublie. Voilà. Bon, je comprendrais que ça dérange certains. Moi, j'ai plutôt adhéré à l'esthétique globale, comme au gameplay d'ailleurs. Bon, pour le scénario, c'est une autre histoire, si j'ose dire. Le jeu est très ambitieux, il aborde le transhumanisme, l'état de surveillance et les changements civilisationnels que ça pourrait donner, mais c'est aussi une histoire intime, c'est la rédemption en fait d'un père pas génial, donc il y a vraiment un côté Black Mirror, hein, effectivement, dedans, c'est vrai que c'est difficile, et en plus c'est vrai que le personnage principal, globalement, donc Nolan, hein, c'est un connard. Il est antipathique au possible, il est aigri, il est cynique, il est imbu de lui-même, il a trahi son pote, il trompe sa femme, il connecte pas avec son fils, il traite tous les robots comme de la merde jusqu'à ce qu'ils lui deviennent utiles. Bref, t'as pas très envie de l'aider en vrai. Un copain. Bon, ouais, c'est ça. Bon, au moins, il est pas générique, tu vois, c'est un vrai personnage. Alors, il est très bien doublé d'ailleurs, en anglais, hein, par le mec qui double The Witcher, dans le jeu, pas le film. Enfin, pas la série. Donc voilà, alors ça, c'est vrai que c'est plus ou moins un problème, hein, selon que tu préfères t'identifier au perso, tu vois, si t'es en mode jeu, ou qu'on te raconte une histoire, celle d'un gars qui est complexe et crédible en fait, hein, que t'aimes pas, mais qui va peut-être changer, tu vois, au fur et à mesure de l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'avoir un anti-héros, hein, mais le problème, c'est que le scénario principal, il a quand même des faiblesses, quoi. Hein. Bon, le grand méchant est pas croyable, mais surtout, il y a plein de trucs qui sont sous-expliqués, sous-utilisés, qui ont pas l'air super cohérents quand il réfléchit. Bon, tu continues quand même parce que t'as envie de résoudre le mystère et tous les petits à côté. Le world building est pas mal. Et les autres tu incarnes plein de persos en fait. Et il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont abordées via ces autres persos et via la trame aussi. Et finalement, l'ambiance générale, certains moments avec les persos finalement sont plus réussis que la trame principale elle-même qui se paume un peu en route, je trouve. Bon, donc j'avoue t'avoir été déçu par certaines choses, et si je suis critique, c'est aussi parce que j'aurais aimé que le jeu soit encore meilleur, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Il est pas mauvais, et puis en plus, aujourd'hui, on peut le trouver à pas cher, hein. Moi je le vois très souvent en solde d'ailleurs à 10 balles, un petit peu partout, donc le jeu est sur toutes les plateformes, je l'ai pas dit, mais c'est sur PS4, PC, Switch, tout ce que vous voulez, et à ce prix-là, voilà, enfin un prix correct, honnêtement ça vaut le coup si vous êtes client de ce type SF, de ce type de choses qui voudraient être Black Mirror le jeu, et qui y arrivent que partiellement, voilà, ça c'est pour State of Mind. Je sais pas si t'avais déjà entendu parler. Pas du tout. Je vois qu'il est aussi sur le Game Pass. Pour ceux qui sont abonnés au Game Pass, ça peut être un bon plan. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai pas fait le travail aussi soigneusement que toi pour dire que Tales from the Loop est dispo sur Amazon Prime Video. Donc ça, c'est important de rappeler où est-ce qu'on peut le regarder. Si vous le cherchez sur Netflix, vous allez pas le trouver. Moi, la question que j'avais envie de te poser sur State of Mind, c'est quel est l'apport de la technologie dans la narration ? En fait, c'est une question que je me pose parfois en trame de fond sur les contenus que je consulte, ça, je me pose encore plus la question du coup depuis que j'ai vu Tales from the Loop, c'est que à quoi ça sert en fait d'être en 2048 ? Est-ce que l'histoire aurait pu être la même en contemporain? Alors ce que je comprends, c'est qu'il y a une place très importante sur les robots notamment. Est-ce que c'est en fait, il y a la technologie, c'est le truc central, c'est-à-dire qu'on parle de transhumanisme.
puisque, bon, ben voilà, j'ai pas vraiment un spoil, hein, on va évoluer dans 2 environnements différents, qui est d'une part le Berlin de 2048, et d'autre part la cité 5, qui est une cité en réalité virtuelle, dans laquelle se déplacent en fait c'est pas vraiment des IA, c'est des uploads, des avatars, des uploads de gens. Et donc, il y a tout un truc autour de ça. Il y a aussi un volet sur la surveillance de masse avec les robots qui sont c'est les robots flics, hein, c'est les robots flics qui donc il y a une surveillance de masse, une répression, si tu veux, de tout ce qui est, de tout ce qui va à l'encontre du mouvement général. Et voilà, il y a les big tech, il y a un complot pas foufou, mais bon, enfin bref. Voilà, il y a tout ce genre de trucs, et donc évidemment c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher au jeu, c'est que c'est toujours un petit peu les mêmes thématiques aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Est-ce que les gens les uploads sont-ils vivants? Les robots sont-ils vivants? Puisqu'il y a tout un truc où effectivement tu vas incarner aussi le robot. Qu'est-ce qui reste finalement d'humain dans tout ça, quoi? C'est-à-dire, est-ce que il y a cette espèce de truc. Qu'est-ce qui fait que qu'on est humain ou pas? C'est-à-dire, est-ce que l'upload qui est totalement synthétique, qui est un truc c'est un construct virtuel, hein, un upload. Je veux dire, est-ce que c'est ok de débrancher tout parce que c'est pas des vrais humains, tu vois? Bon, c'est le truc classique, mais voilà. Donc il y a ce genre de question qui est posée à travers finalement aussi un personnage qui est lui bien humain, hein, ça certainement, et qui est loin d'être tout blanc, quoi. Hein, qu'est-ce qui est préférable finalement, tu vois? Est-ce que la réalité, elle doit prévaloir sur tout, et pourquoi? Bon, c'est des trucs, encore une fois, hein, c'est des trucs qui sont vraiment investigués dans Black Mirror et qui reviennent ici. Est-ce que c'est aussi bien fait que dans la série? Moi, j'ai pas trouvé, mais ça mérite de se plonger encore un petit peu là-dedans. C'est une forme de science-fiction, de cyberpunk intimiste, on va dire, puisqu'il est beaucoup question de la famille, de la relation avec son fils, de toutes ces choses-là, quoi. En fait, là où je prolonge, et je termine même ma réflexion, c'est que justement l'apport de la technologie dans Tales from the Loop, ce qu'il y a de technologique a pour moi 2 vocations. C'est d'une part de te montrer que de toute façon tes repères habituels vont être bouleversés et qu'on va aller au-delà de la réalité, de ce qui est possible, de ce qui est normal, on va dire. Et la deuxième chose, c'est que elle vient juste en trame de fond. Elle est vraiment pas omniprésente. Elle est là vraiment en tâche de fond, comme étant encore une fois une très légère altération de la réalité. Et c'est juste pour moi faire appel aux souvenirs et au sentiment un peu de Madeleine de Proust de notre enfance pour les personnes qui visionnent la série, encore une fois cette référence aux années 80, mais avec quelque chose qui te fait un peu tituber et qui bouscule un peu tes propres souvenirs. Mais la technologie, elle est pas traitée comme étant une évolution des possibilités de l'humanité dans Tales from the Loop, contrairement, je pense, à la plupart des cas où la technologie est insérée dans des éléments de science-fiction. Oui, de toute façon, dans State of Mind, ça se veut poser des questions sur les changements civilisationnels, hein, carrément, que pourrait amener la technologie. Donc, c'est quand même un truc très ambitieux, et honnêtement, c'est pas très facile, en réalité, d'apporter de la valeur ajoutée là-dessus. Et le jeu fait comme il peut, quoi. Dans Tales from the Loop, c'est complètement différent, puisque la technologie, elle est là comme un moyen, en fait. Hein. C'est un appareil pour permettre des situations qui en fait étendent les métaphores, hein. Par exemple, un monde uniquement pour nous deux, tu vois, c'est le thème du 3e épisode. Bon, voilà, qu'est-ce qui arriverait si ça arrivait vraiment, si c'était vraiment comme ça, si le temps se suspendait dans les moments merveilleux. La technologie, c'est faux en fait de dire ça, hein, puisque c'est une technologie qu'on n'explique jamais finalement, hein, mais on utilise un moyen prétendument technologique qui est en fait pour basculer dans la magie, dans le merveilleux. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que tu voulais nous toucher un petit mot aussi? Tu voulais nous faire un petit clin d'œil sur Virtuaverse? Oui, puisque mon second jeu Cyberpunk, comme je le disais, est très différent, et c'est Virtuaverse. C'est un point and click cyberpunk rétro en pixel art qui aurait largement pu sortir en 93 en fait. Donc Virtuaverse, c'est sur PC Steam ou GOG, donc Good Old Games. Et c'est une expérience point and click très très fidèle à la grande époque, hein, jusque dans ses pires abus. Donc en gros, le jeu s'ouvre sur vous-même, donc il y a une figure encapuchonnée de noir, qui en se réveillant en sursaut sur son lit, elle pète ses lunettes de réalité augmentée.
la poisse. En plus, votre copine s'est barrée, elle a mis les voiles précipitamment et sans raison apparente, mais bon, le plus urgent c'est quand même de faire réparer les lunettes, faut pas déconner. Donc t'es un bidouilleur contrebandier de matos plus ou moins légal dans un monde de cyberpunk rétro, c'est-à-dire c'est le futur noir imaginé dans les années 80, tu vois, entre Blade Runner et Neuromancien un petit peu, mais avec une bonne louche d'humour. Bonne louche d'humour noir d'ailleurs, souvent tout à fait bienvenue. Donc le jeu est bourré de références à la vieille tech, puisqu'il y a alors il y a la VR de super haut niveau en cartouche, mais bon, il y a aussi des cassettes VHS, il y a aussi des disquettes, bon, c'est le bordel et c'est très marrant. Et le jeu se joue exactement comme un Monkey Island. On scanne l'environnement avec sa souris, on prend quantité d'objets improbables pour les combiner de manière le plus souvent tout aussi improbable, et avancer dans une histoire assez marrante, qui est en rapport avec l'ambiance, donc à base de hacking et d'IA-fofolle. Et techniquement, c'est quand même super impressionnant, puisque le jeu est en 256 couleurs et a un scrolling horizontal très fluide. Donc bon, au niveau des énigmes, par contre, évidemment, ça devient rapidement atroce, hein, et voilà, c'est là que je réalise que j'ai plein de bons souvenirs sur Monkey Island, Sam & Max et compagnie, mais que j'en ai aussi des mauvais. Des crises de rage, des crises de déprime, des crises existentielles. Bon, on en ressort plus fort, mais ça c'est si on s'en sort. Donc bon, avis aux amateurs hardcore de point and click à l'ancienne, Virtuoverse, il est fait pour vous, mais il te fera pas de cadeau. D'ailleurs, déjà, c'est 15€ sur Steam et c'est en solde en ce moment. Et c'est quelle durée de jeu à peu près ? Alors ça dépend complètement de ton niveau de résistance à la frustration ou de QI, je suppose. Ça peut aller relativement vite, mais je dirais, tu peux en avoir entre 10 et 20 heures, honnêtement, je sais pas. C'est difficile. D'ailleurs, je l'ai pas fini. C'est une catastrophe. Mais le jeu est vraiment sympa si tu aimes ce genre de truc, évidemment. Ok, écoute, Guillaume, je crois qu'on a fait des conseils sur des choses qui sont un petit peu marquantes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être intéressées, d'autres qu'on va clairement écarter parce qu'on va pas du tout leur parler peut-être sur les sujets qu'on a abordés dans cet épisode de Paraculte. En tout cas, vous retrouvez les liens des différents thèmes et des jeux en fait et de la série qu'on a abordés dans cet épisode dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à les cliquer. On est très très preneur de vos retours, de vos commentaires, que ce soit sur cette série Tales from the Loop qui m'a beaucoup marqué, ou sur les jeux qu'a cité Guillaume Poggiaspala. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver à titre individuel ? Mais retrouvez-moi donc sur Tech Café. Si vous voulez qu'on parle de tech, effectivement, c'est probablement le meilleur moyen. C'est un autre podcast où on suit l'actu tech hebdomadaire. Tech Café, vous le retrouvez à peu près partout. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup de l'écoute que vous consacrez à Paraculte. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.